tous les bénévoles qui sont venus nous aider pour rendre possible la tenue des États généraux de l'éducation populaire. Quand l'injustice devient un système de régulation sociale où des hommes et des femmes sont montrés du doigt comme des responsables de maux collectifs et coupables de leurs difficultés individuelles, quand l'accès aux droits fondamentaux et à la solidarité collective se fait marchandise, et quand tous les services, actions sociales, actions culturelles ou éducatives deviennent consommation. Parce que nous ne pouvons plus attendre de solutions providentielles pour améliorer nos conditions de vie. C'est ensemble, à notre échelle, dans notre vie quotidienne, nos pratiques professionnelles, nos engagements personnels, que nous pouvons agir et prendre conscience de notre force collective. Parce que la résistance est avant tout un état d'esprit nous permettant, hommes et femmes de ce pays, de nous tenir debout pour envisager notre avenir. Elle fait plus que jamais sens aujourd'hui. Alors, résistons! Parce qu'il reste encore de nombreux combats à mener dans notre société pour l'émancipation individuelle et collective. L'éducation populaire a un rôle fondamental à jouer. Alors transformons! Parce qu'il est de notre responsabilité, en tant qu'acteurs de l'éducation populaire, mais surtout en tant que citoyens, de nous saisir de ces questions. Nous ouvrons ces états généraux de l'éducation populaire afin d'apporter collectivement des réponses et de proposer des alternatives possibles et enviables. Pour moi, la vie associative ou l'éducation populaire, c'est d'abord une question de liberté publique. Ça, on n'y touche pas. L'éducation populaire et citoyenne, elle a plus de 2 siècles d'histoire et je m'étonne très souvent depuis que je suis élue. Je m'étonne de la façon dont finalement les élus notamment sont très ignorants des valeurs et de l'histoire de l'éducation populaire et citoyenne. C'est le terreau de l'engagement, c'est le lieu de la prise de parole, c'est le lieu de l'initiative citoyenne, c'est le lieu de l'alerte, c'est le lieu de la mobilisation, c'est le lieu où on interpelle les pouvoirs publics, c'est le lieu où les citoyens d'ici ou d'ailleurs, ils expriment ce qu'on appelle la capacité ou le pouvoir d'agir. Même l'éducation populaire, c'est la forme de la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans un peuple éduqué, sans un peuple qui a envie de participer. Donc là où il n'y a pas d'éducation populaire dans une forme ou d'une autre, il n'y a pas de démocratie. Il y a un système fasciste ou un système complètement libéral, etc. Mais l'éducation populaire est un synonyme complètement du mot démocratie. Les deux vont ensemble. Dès le départ de la Grèce antique du 5e siècle avant Jésus-Christ, Platon, pour créer la démocratie dont on parle tous, a créé un système d'éducation citoyen. C'est les premières tentatives d'éducation populaire. Donc on voit bien que les deux sont complètement liés. Le gros souci pour moi, c'est que l'éducation populaire, elle est dangereuse. Dangereuse pour qui? Pour l'État. Si les gens ils reprennent un peu de pouvoir sur leur vie, du coup ils vont perdre un peu de pouvoir, donc il y a ce jeu-là. De mon point de vue, elle est dangereuse, voilà. Du coup, peut-être que la question c'est comment on va prouver que non, c'est pas dangereux, que c'est bénéfique et que ça vient répondre surtout à des questions qu'on vient nous marteler tous les jours aux infos. L'éducation populaire, si tu veux, c'est apprendre, si tu veux, à te respecter, à t'aimer. C'est reconnaître, c'est s'aimer. C'est ça, quoi. Et si on ne s'aime pas, on ne peut pas, si tu veux, aller plus loin. Ça permet aux gens de s'emparer, de développer un peu leur pouvoir d'agir, de s'emparer un peu de leur existence en se posant des questions de façon complexe et en appréhendant le monde de façon complexe. C'est-à-dire que le monde, il n'est pas tel qu'on veut nous le donner, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas que le pragmatisme qui est très dans l'air du temps en fait. Aujourd'hui, dans le monde politique, on nous dit il faut faire ça, c'est le bon sens. Et du coup, je pense que l'éducation populaire, là-dessus, il faut qu'on réponde à un enjeu hyper important, c'est justement permettre aux gens de se dire non, c'est pas une fatalité, il y a d'autres voies possibles, maintenant on va les construire ensemble en réfléchissant, en essayant de comprendre, de décrypter le monde. Et pour moi, l'éducation populaire, ça permet ça. Ça permet aux citoyens un peu de s'emparer du monde qui l'entoure, de s'emparer de la société et de comprendre ce qui se joue autour de lui et de devenir acteur du coup, et pas de subir ce monde-là et cette société. Vous êtes sûr qu'ils doivent revenir?
Ce qui me rattache, c'est l'énergie des hommes et des femmes que je rencontre depuis 32 ans dans mon métier, dans mon engagement, qui n'hésitent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les uns et les autres, on ait des occasions d'éducation, des occasions de conscience et des occasions de comprendre quelle est notre vie à chaque instant. Pour moi, vu dans la société dans laquelle on évolue maintenant, qui est de plus en plus individualiste, qui est de plus en plus axée sur un peu la domination de l'autre, on est dans des valeurs totalement opposées et je pense qu'on sent qu'il y a un besoin de revenir à des bases de solidarité et de respect vis-à-vis de soi, des autres. Voilà, l'éducation populaire, on la vit toute notre vie souvent. Chacun peut amener aux autres aussi. Et donc ça passe obligatoirement à travers les échanges, à travers l'écoute. Ça aussi, je trouve que un point qui est essentiel, savoir écouter l'autre et puis évoluer avec lui, quoi. Moi, je fais de la recherche dans l'éducation populaire et je travaille dans l'éducation populaire et je milite dans l'éducation. Genre, c'est toute ma vie, tu vois. En fait, l'éducation populaire, ça permet d'apporter ce sont des techniques. C'est d'abord des outils, en fait. C'est un projet politique, l'éducation populaire, mais c'est passant par des techniques. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. C'est que c'est des techniques qui sont travaillées depuis des années, qu'il faut se réapproprier maintenant pour pouvoir du coup inventer tous ensemble, réapprendre le collectif, réapprendre la réflexion collective, l'émancipation individuelle par le collectif pour la transformation sociale. Tu vois, c'est bateau, mais c'est ça. Et du coup, ces outils-là permettent de se battre pour une transformation sociale. Travailler dans ce milieu-là, dans le milieu moyen du peuple. L'éducation populaire, c'est quoi? C'est travailler pour des gens, être en action. Mais avec les gens surtout, c'est pas pour les gens, c'est avec. Je veux dire, moi, je sais pas si je mets en place une action, c'est pour essayer d'être bien dans cette action-là, autant je la mets pas en place. Aujourd'hui, on peut plus. C'est pas le monde de l'éducation populaire ou des associations qu'il faut soutenir. C'est pas les belles convictions, c'est aussi les choix politiques qu'on fait. On est élu sur ces choix politiques. Il y a un certain nombre d'associations, pour les consolider, il faut leur donner des subventions sur plusieurs années. C'est pas des appels à projets, c'est des conventions et on les négocie. On les négocie, socio-culturel, on négocie actuellement les valeurs. On n'est pas forcément d'accord, mais ils ont des subventions de fonctionnement qui leur permettent pas de faire des petits trucs comme ça. S'ils veulent aller sur un projet, ils y vont. Ils y vont. Dans la mesure où ils ne laissent pas des gamins à l'abandon et que tout le monde s'y retrouve dans les quartiers. Alors après, il y a des tas d'autres petites associations qui naissent, qui ont aussi des réels objectifs, comment faire pour qu'elles aient aussi une part. Moi, c'est un problème, hein. C'est-à-dire que l'argent, il est distribué en fonction de gens qui ont fait leurs preuves, effectivement, c'est vrai. Et des associations nouvelles, c'est très délicat de savoir comment les intégrer, sur quels critères. Il y a une régression terrible. On fait un grand pas en arrière. La révision générale des politiques publiques, la réforme des collectivités territoriales, la circulaire de janvier 2010, qui renforce la mise en concurrence des associations. Demain, McDonald's pourra faire l'éducation populaire et citoyenne comme une MJC ou un centre social, à la limite. Je caricature, j'aime bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça y est, on a décidé qu'on ouvrait, pour faire plaisir au MEDEF, à la concurrence, un truc qui n'a pas lieu d'être. Moi, j'adore ça. Donc la RGPP, la réforme des collectivités, c'est une série de mesures gouvernementales qui fragilisent le travail du monde des acteurs associatifs. Tout ça, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument reconsidérer. Alors, toute naïve que je suis, moi j'espère que l'année prochaine, il pourra se passer d'autres choses en France et puis qu'on arrête de faire des grands pas en arrière et qu'on sombre en permanence dans cette régression des libertés publiques. Ce qui me paraît important, c'est vraiment de repenser le rapport entre le pouvoir, l'institution publique et le citoyen.
Et puis quand on dit ça, moi ça m'oblige aussi à dire qu'il faut résolument repenser la fonction politique en France et le rapport au pouvoir qui doit être revisité, puisque je crois qu'il faut arrêter au bout d'un moment à sacraliser une génération d'élus cumulards. C'est pas sain pour notre société démocratique. 10% de l'emploi privé salarié est issu du monde associatif et dans lequel on intègre bien entendu les structures d'EducPop et citoyennes. Ça veut dire qu'un des gros enjeux, c'est de réaffirmer, notamment pour les décideurs que nous sommes, réaffirmer que la vie associative, l'éducation populaire, c'est pas un machin de macramé au fin fond de quelque chose, c'est d'abord et avant tout un acteur incontournable du développement économique, social, culturel, bref, ce qui fait la vie dans les territoires. Alors aujourd'hui, les perspectives, il y a deux façons de les voir. De façon pessimiste, avec les difficultés notamment du secteur associatif qui sont connues en termes de financement et de survie et d'implication. Et puis on peut les voir aussi de façon positive. C'est-à-dire que finalement, l'association, c'est qu'une forme d'éducation populaire. C'est une forme qui aujourd'hui est mise à mal dans son mode de financement, dans son implication en termes de bénévoles, dans la difficulté à recruter par moment des bénévoles. Et puis se dire que vu que c'est qu'un courant d'idées, finalement, des formes, on saura réinventer, on saura recréer quelque chose. Et pour moi, c'est ça l'essentiel, en fait. Donc les perspectives, je les vois plutôt de façon positive, de façon optimiste, parce que je me dis, on est plusieurs là. Enfin, on a réuni donc 300 inscrits quand même sur ces états généraux, 300 personnes pour parler d'éducation populaire, alors quand on demande dans la rue éducation populaire, les 3/4 des gens vous disent « c'est quoi ?» Je trouve ça quand même, c'est un bon signe. Je pense qu'on a des très bonnes perspectives, notamment vu le contexte économique, puisque la crise financière, voilà, ça touche la Grèce, ça touche l'Italie, l'Espagne. D'ici 2 ans, ça sera en France. Et ça ira suffisamment mal, quelque part, pour pouvoir créer du collectif, pour pouvoir organiser les gens et pour qu'ils puissent se réemparer de leur pouvoir d'agir, puisqu'ils n'auront plus la croyance dans un système financier tout-puissant qui sera mis profondément à mal. Alors je pense, oui, là, il y a de très bonnes perspectives en termes d'éducation populaire, pour justement pas que les gens soient passifs face à cette crise-là, mais que ce soit une crise créatrice. Qu'est-ce que vous avez en commun, les structures d'EducPop et les enseignants, par exemple, ou la communauté éducative dans son ensemble? De former les citoyens de demain, de développer les relations, les compétences psychosociales, civiques, etc. des jeunes. Est-ce que demain, enfin, ça ne me paraît pas un rêve inaccessible, que demain on mette simplement les moyens de faire se rencontrer l'école et le hors-l'école, parce qu'on a saisi que l'éducation populaire, c'est pas un truc hors école, en fin d'après-midi dans son coin, c'est pas ça. Il faut qu'on reconnaisse que c'est le lieu de l'engagement. L'éducation nationale va former un technicien capable de répondre à un problème précis, et l'éducation populaire, un citoyen capable d'apprendre la complexité du monde. On ne peut pas apprendre pour être un technicien du savoir, mais il faut se poser la question de à quoi sert notre savoir aussi pour contribuer au collectif. Donc ça va être par exemple des gamins qui vont construire une éolienne dans leur village pour amener de l'électricité et du coup penser ce projet-là. Donc ils vont apprendre énormément de choses sur le plan technique, mais également sur le plan citoyen. Il y a le rapport des habitants aux jeunes qui va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et du coup, je pense que l'éducation populaire a de très belles perspectives devant elle. Et je souhaite vraiment que, voilà, qu'on aille vraiment sur cet axe de transformation sociale, parce que là, on a une opportunité de le faire d'ici 2 ans, 3 ans. Il faut être prêt d'ici là. Donc, il faut vraiment engager aussi toute cette organisation collective. Et je trouve que ces états généraux participent de ça.